bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Alors, nous reprenons les rendez-vous du Facebook Live aujourd'hui. Nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions en direct sur la page Le Mans et une marque. Et nous allons commencer par répondre aux questions qui ont été posées lors du dernier Facebook Live et auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Très bien. Alors donc, nous avons reçu 2 questions portant sur les vols dans les cimetières de J.M. Gendreau et Marie-Paul Gendreau. Oui. Serait-il possible de mettre la vidéosurveillance dans les cimetières du Mans, car il y a trop de vols et d'irrespect? Merci. C'est vrai, il y a des vols, ce qui est quand même extrêmement choquant, qu'on aille voler dans les lieux de repos. Par définition, les personnes qui sont là n'ont aucun moyen de se défendre. C'est sacré, je suis très choqué. Alors, peut-être que comme on a de la vidéo mobile, je pense qu'après tout, pouvoir identifier les voleurs, pourquoi pas. Pas de la vidéo permanente, mais on a aujourd'hui de la vidéo qu'on peut déplacer. Et moi, je pense que faire un exemple, puisque je pense que les gens auraient honte si on arrivait à trouver. Moi, on n'a même pas besoin de les poursuivre. Ce serait tellement honteux de montrer ce que font des gens que ça suffirait peut-être à dissuader. Que c'est honteux d'aller voler dans un cimetière. Nous passons à la question de Cyril Huveline. La rue des Minimes est flambant neuf. Oui. Par contre, toujours pas de poubelle. Pourquoi? Bon, parce qu'on met en place progressivement les éléments. Bon, on va en mettre, je crois qu'on en a mis 7 ou 8 aujourd'hui, récemment. Donc l'observation était juste, mais comme on met en place les équipements progressivement, elles viennent d'être mises. Donc le questionnaire a raison, et la réponse lui est donnée, vient d'être donnée. Alors, nous avons 2 internautes, Philippe Porche et Julien Régnier, qui vous interpellent sur le manque de végétation en centre-ville, avec une proposition de Julien Régnier. Pourquoi ne serait-il pas possible de construire un miroir d'eau au Jacobin, par exemple, qui rajouterait du cachet avec la cathédrale et les autres monuments qui se reflèteraient dedans, en y mettant plus de bancs, un lieu plus convivial encore? Même si je trouve cette place bien mieux aménagée qu'avant, depuis l'arrivée du tram et la construction du pâté. Bon, merci, parce qu'on a oublié les images. Je voudrais montrer place des Jacobins avant. Regardez, il n'y a pas d'arbre. On critiquait pareil avec des voitures. Et là, regardez, la voilà aujourd'hui, avec les arbres. On la voit aussi en terrasse, très sympa, la voilà en terrasse. Donc, par contre, n'oublions pas que cette place, elle reçoit des marchés. Puis pardon pas. Aujourd'hui, le dimanche, il y a le marché, et on utilise toute la place. Et c'est donc, il y a un attachement des commerçants à avoir toute la disposition de toute cette place. Donc on a amené des bacs, on peut déplacer, avec des fleurs, c'est vrai, mais on ne peut amener des éléments de végétalisation que sous réserve de pouvoir les déplacer lorsque la place est occupée par les marchés ou par d'autres manifestations. Quand c'est la parade, toute la place est occupée. Imaginez qu'un miroir d'eau pour la parade, ça ne marcherait pas. Donc il faut résister à des idées qui paraissent séduisantes. Prenons acte que par rapport à ce que c'était avant, c'est-à-dire une marée de voitures, pas un arbre, on a, je donne cette image à nouveau, qui est quand même tout à fait différente. Voilà, à nouveau l'aspect qu'elle a, place. On peut, comme on le voit là, ajouter des bacs qui sont déplaçables. Donc moi je continuerai à en ajouter, mais on est forcé de garder un espace totalement dégagé pour les marchés. Bien. Alors nous passons à la question de Sally Hamida. Pourquoi la jeunesse des quartiers est-elle oubliée? Mais oubliée, c'est-à-dire, j'avoue que c'était un peu... C'est une déclaration qu'il y ait malheureusement un taux de chômage plus élevé dans les quartiers qu'ailleurs, c'est une réalité. Donc la jeunesse des quartiers n'est pas oubliée dans ce que peut faire la ville.
que ce soit pour la culture, que ce soit pour le sport, que ce soit pour les équipements de proximité. Nos gymnases sont extrêmement utilisés par les jeunes. Par contre, sur la question de l'emploi, où le maire, je sais qu'il y a des maires qui font croire qu'ils sont capables de résoudre le problème de l'emploi. J'ai toujours évité ce type de déclaration. C'est vrai qu'on a des taux de chômage élevés dans les quartiers, et donc là, les priorités devraient être données dans le cadre d'une redémarrage de la croissance, le risque aussi de l'économie parallèle. Voilà. Mais ce que fait la municipalité sur les services, il y a autant de services pour les jeunes que pour les autres catégories de la population, il y a cette question incontestable dans les quartiers de l'emploi. Alors nous avons une double question de Delphes Crum. Oui. Nous allons commencer par la première. L'insécurité se propage au Mans de jour comme de nuit et n'était peu ou pas présente il y a quelques années. Que comptez-vous faire pour la réduire au plus vite? Pour ce qui est vrai, c'est qu'il y a 20 ans, il n'y a aucun problème de sécurité. La drogue n'existait pas. On ne pouvait pas échapper durablement à ce qui se passe dans les autres villes. Donc je pose souvent cette question, et l'auditeur, s'il pouvait me dire la réponse, trouvez-moi une ville où on a résolu les problèmes de sécurité, je me déplace immédiatement. Personne ne me le signale. Donc je ne voudrais pas qu'on confonde le fait que toutes les villes aujourd'hui sont confrontées à des problèmes de délinquance. Même si aujourd'hui, on peut encore de jour au moins traverser sa ville, faire ses courses dans sa ville, dans des conditions de tranquillité. La nuit, les choses sont un peu plus compliquées. Mais moi, ce que je constate, c'est que malheureusement, l'espace urbain est touché partout en France, et aussi que l'espace rural. Vous savez, les délinquances qui n'existaient pas du tout dans l'espace rural sont apparues aussi, et les vols dans l'espace rural. Donc, je ne nie pas que les choses existent. On a renforcé un certain nombre de moyens en vidéosurveillance, en police municipale, en police nationale, mais c'est pas réglé. La question de la drogue reste tout à fait réelle, malgré les efforts faits par la police, par la justice. Mais tout le monde, comparativement, ce que j'aimerais un jour, c'est qu'on arrive à faire des comparaisons avec des villes qui nous entourent, par exemple, des émeutes de la soif, comme il y en a eu dans une ville qui n'est pas très loin de chez nous. Je ne la cite pas, mais on ne connaît pas ça. Il y a eu des mouvements de destruction dans certaines villes qui nous entourent. À ma connaissance, nous n'avons pas connu ça. Mais je suis prudent, parce qu'il suffit de dire qu'on ne l'a pas connu pour qu'on le connaisse. Donc, mais je regarde ce qui se passe dans les villes qui nous entourent, et très honnêtement, on est plutôt avec indépendamment de la délinquance, mais dans des proportions qui sont restées maîtrisées, même si, bien sûr, la nuit, à 2h du matin, 3h du matin, moi je conseille fortement de ne pas être seul. Parce que l'alcool aussi, il n'y a pas que la violence, l'alcool est un facteur de violence qui est réel, et à certains moments de la nuit, c'est vrai qu'il ne faut pas traverser ça. Voilà, je vais rappeler cela, mais je relance la question. Si l'auditeur qui posait cette question pouvait m'indiquer une ville, regardez la ville la plus vidéosurveillée, qui est la ville de Nice, c'est là où il y a eu le drame. C'était complètement... voilà. Donc on voit bien que, et je ne porte pas de jugement sur le maire, mais malheureusement, l'augmentation des règles de sécurité ne résout pas les problèmes totalement. Donc, la seconde question de Delphes Crum. Plusieurs magasins ferment dans le centre-ville et certaines rues deviennent désertes. Que comptez-vous faire pour pallier à ce manque? Donc, je pense qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle l'hypercentre, c'est-à-dire centre commercial, Bolton, jusqu'à la rue des Minimes, où là le taux de vacances est faible, puis avec des endroits où le taux de vacances est élevé, notamment la rue nationale. C'est vrai que, mais moi il y a 40 ans, là où il y a le centre de Jacobin, il n'y a pas de commerce. Bolton, il n'y avait pas de commerce. Le commerce s'est déplacé, et il fallait probablement qu'on réfléchisse à la sauvegarde du commerce de l'hypercentre, mais dans d'autres zones, d'accepter des reconversions.
vers l'habitat, vers les services de certains espaces commerciaux. Alors, on a fait faire une étude avec des propositions. Je rencontre les associations de commerçants, je rencontre la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, et nous avons l'intention de faire au cours du premier trimestre 2018 un certain nombre de propositions pour essayer de voir comment on valorise le commerce de centre-ville. Mais on n'a pas voulu que je monte ce petit appareil. On pense, vous savez, que c'est la périphérie, mais c'est pas vrai. C'est ce petit appareil, avec la commande sur Internet, et la jeune génération. On a pour l'instant sous-estimé. On a le débat, concurrence entre la périphérie. Il y a des vides dans la périphérie. Le débat, il est là. C'est comment on a un commerce de proximité qui résiste à ce mode nouveau de commerce qui est la commande sur Internet, Amazon, qui sont des sujets qui n'ont pas fini d'avoir des conséquences. Donc on va prendre des mesures, mais je suis assez lucide. Je voudrais surtout qu'on identifie bien l'origine des difficultés et que le vieux sujet sur la périphérie, qui connaît également des vacances et des difficultés, soit remplacé par comment, notamment, on a un miroir du commerce de cœur de ville sur Internet, comment on utilise cet outil pour commander, quitte à avoir des livraisons aussi, où on vient récupérer un produit qu'on a commandé. Il y a adapté, je crois, l'image du commerce du cœur de ville au mode nouveau aussi de commerce. Alors quand on se réfère à la couleur, moi je suis prudent. Je rappelle quand même que nous sommes un pays où on a des départements d'outre-mer, on a les Guyanais, on a les Antillais, et s'ils ont une couleur, ils sont français, ils sont présents dans ma ville, je l'assume totalement. C'est une réalité. À côté d'eux, il y a un certain nombre de ressortissants qui viennent de pays africains, notamment le Sénégal. C'est vrai qu'il y a 40 ans, dans l'Ouest, les personnes migrantes, c'était plutôt le monde algérien et marocain, qui étaient venus du reste pour construire les maisons des Français. J'avais oublié que beaucoup de maisons qui ont été construites dans les années 60, c'est une population immigrée dont on demandait la venue, parce qu'on avait des pénuries de main-d'œuvre. On oublie un peu tout ça, qui ont construit une partie de la France. Mais le monde de l'Afrique noire était peu présent. Il est arrivé en vérité dans toutes les villes. Et il ne me semble pas, quand je traverse d'autres villes, qu'il y ait de différences fondamentales. En tout cas, que l'interlocuteur me donne un chiffre. Il y a une proclamation qui me donne un pourcentage fondé sur une enquête, une comparaison avec une autre ville. Je suis prêt à dire qu'on ne va pas avoir de grandes différences entre Le Mans et les villes qui nous entourent. Donc faisons attention à une proclamation, même si c'est vrai que dans les transports en commun, on a pu voir, il y a des populations qui utilisent plus que d'autres les transports en commun, on va les voir plus, et on va avoir un sentiment qu'ils sont nombreux, alors qu'ils sont nombreux à tel ou tel endroit. Mais j'aimerais bien répondre à la question par une question, puisqu'il y a une proclamation du nombre, est-ce qu'il y a des statistiques? Ça m'intéresserait beaucoup de les avoir et de pouvoir les comparer avec d'autres villes. Voilà. Bien. Nous avons deux questions sur la non-propreté des trottoirs de Patricia Marie Gaucher et Stéphane Chevet. Oui. Les trottoirs et les abords des maisons sont de plus en plus sales. Pourquoi ne pas rappeler aux habitants de nettoyer devant leur propre maison? Et pourquoi ne pas imaginer la possibilité de libérer un espace de quelques centimètres le long de nos maisons pour y faire pousser des fleurs? Il y a également une règle qui est de balayer devant sa porte. Balayer devant sa porte, c'est une obligation. Deuxièmement, on a fait progresser cette idée que ce n'est pas la ville qui est sale, c'est certains d'entre nous qui la salissent. Sont le chien, le chewing-gum, chez les mégots, la présentation pas correcte des ordures ménagères. Donc il y a des progrès à faire. Il suffit de respecter des règles. Dans les quartiers, du reste, souvent, c'est assez respecté.
Le cœur de ville n'est plus touché, même si nous avons toute la journée des agents qui ramassent. Donc il y a un travail à faire de responsabilité des uns et des autres, et on va lancer une campagne là sur la voie de la propreté, c'est que chacun veuille bien respecter les règles élémentaires de propreté. Sur le fleurissement, sous réserve de préserver les cheminements, et sous réserve que ça soit entretenu, il faut faire très attention. Le trottoir, c'est d'abord fait pour marcher. Il faut le préserver. On peut, il y aura des pots de fleurs qui apparaissent, mais soyons prudents. C'est pas si simple d'entretenir à la fenêtre. Il peut y avoir aussi des éléments de fleurs. On est prêt à faire quelques expériences sur les trottoirs, mais on a attiré mon attention sur le caractère assez complexe de la conciliation. Les trottoirs ne sont pas très larges entre l'arrivée d'un fleurissement en bord des maisons et la préservation de la largeur des trottoirs pour ne serait-ce qu'une poussette, un fauteuil roulant. L'exercice n'est pas si facile que ça. Nous avons une question de Karine Beauchon qui vous demande où en est votre bataille contre les multitudes de vols, les incivilités et l'insécurité. On en a parlé tout à l'heure, c'est pas les vols. On a des chiffres qui montrent, la police va les montrer plutôt une baisse de la délinquance, mais on n'en parle pas trop parce qu'on se dit, si jamais on annonce des chiffres, immédiatement il y aura des actes inverses. Moi j'ouvre le journal régulièrement, les vols en zone rurale, ben, c'est incroyable. Enfin, attends, j'aimerais, comme les accidents de la route, si on veut bien regarder, on parle des dangers, l'insécurité. Franchement, les morts sur la route, les morts sur les voiries ailleurs, c'est terrifiant. Il m'a semblé que la ville était beaucoup plus en sécurité que moi quand j'ouvre mon journal le lundi matin, les drames du week-end, ils ne vont pas s'être passés sur la ville, ils vont s'être passés plutôt sur les routes départementales. Donc, il ne faut pas... Je sais qu'on aura du mal à éviter la proclamation, mais j'écoute mes concitoyens, je crois que la violence existe, la délinquance existe, il y a des quartiers, notamment en cœur de ville, la nuit, on a des sujets, mais moi je peux vous emmener dans plein de quartiers de la ville, lotissements, où c'est complètement tranquille, où il ne va rien vous arriver. Alors je ne vais pas les citer, parce que si je les cite, on va tout de suite me dire, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais je suis aussi quand je fais des visites de quartier, j'entends plus parler de problèmes de stationnement que de problèmes de sécurité dans certains quartiers de maisons individuelles où c'est plutôt tranquille. Alors, nous avons plusieurs questions de Grégory Varino. Alors, monsieur le maire, vous parlez d'enquête... Vous avez parlé d'enquête des habitants concernant le stationnement pour les riverains. Habitant place Comte-du-Mai depuis 4 ans, je n'ai jamais reçu une telle enquête. Pourquoi certaines zones sont déjà assujetties à ce stationnement pour les riverains et pas d'autres? Pourquoi ça bloque? Cela est inégal entre les habitants. C'est complètement vrai. Je suis triste parce qu'il y a des villes où tout le monde a compris que la priorité au stationnement riverain avec un tarif riverain était essentielle. J'ai du mal à convaincre, on met quelquefois plus de temps, mais j'espère qu'on va venir proposer peut-être des conduites. C'est vrai, vous savez que les tarifs riverains, c'est 1 euro par jour, 6 jours dans la semaine, c'est tout à fait compétitif par rapport à un garage. Et on ne paye que quand on a un stationnement. Et il y a en plus des abonnements à la semaine. C'est vrai que les endroits où on a convaincu les habitants ne devraient pas revenir en arrière, mais alors, il y a les endroits plus compliqués, parce que place du Comte-du-Maine, il y a une densité de population qui est plus grande, mais on va regarder, on poursuit les enquêtes riverains, et cette conviction que la voie à suivre, c'est le stationnement payant avec tarif riverain, qui donne un avantage à ceux qui vivent au Mans, c'est la voie. Nous progressons lentement, pas assez vite, et je partage le sentiment
d'injustice ou d'inégalité de riverains qui sont dans des quartiers où cette thèse n'a pas progressé, alors que par contre, dans la vieille ville, place du Cardinal-Grande, je donne toujours cet exemple, et du reste, le soir, il y a de la place, parce que comme il y a un stationnement payant avec tarif riverain, il n'y a pas trop de squats de voitures. Bon, voilà, on va continuer à progresser, mais les mentalités sont ainsi faites que c'est pas simple de faire comprendre que ça devienne payant est intéressant. Ah, le mot payant, ça inquiète. Tarif riverain, c'est peu connu, mais je ne peux faire tarif riverain que si c'est payant. Alors, Grégory Varino, toujours, qui demande pourquoi ne pas étendre le stationnement payant à l'ensemble de la ville et pas seulement à quelques rues. Là encore, il y a une inégalité entre des habitants qui payent une taxe d'habitation. Certains ont devant leur maison des places, d'autres, comme nous, avons des places payantes, qui plus est non assujetties au forfait riverain dont vous nous avez parlé. Ah oui, mais tout est dit. Alors, bon, la totalité, vous voyez par étapes. C'est le cœur de ville. C'est là où on a des tensions, c'est à proximité de la gare. Il y a l'usage des places, c'est dans le cœur de ville avec des gens qui viennent tous les jours pour travailler. Donc on a des zones où il y a des tensions plus fortes que d'autres. Bon, moi, si déjà je pouvais en cœur de ville étendre le stationnement payant avec tarif riverain, et par exemple, j'ai été convaincu, quand on a rendu payant le quinconce, que les gens habitant autour du quinconce me demanderaient d'avoir un stationnement payant avec tarif riverain. Ils ne me l'ont pas demandé. Or, s'il y a vraiment un endroit où ce serait légitime, ben, j'avais le secret espoir que ça me soit demandé, ça ne m'a pas été demandé. Et même les enquêtes qu'on a faites pour l'instant, on n'a pas une majorité pour le demander. Donc, on a toujours dans cette ville essayé de faire bouger les mentalités, on a toujours évité d'imposer un système, mais moi je suis content qu'à chaque fois on pose cette question, peut-être que grâce à ces réponses, les mentalités évolueront, parce que c'est injuste, il y a des endroits où il y a des stationnements payants avec tarif riverain et d'autres pas. Alors, donc, dernière question de Grégory Varino. Pourquoi alors les personnes n'ayant pas de stationnement gratuit ou tarif riverain dans la zone ne paieraient pas moins de taxes d'habitation, 800 € environ? Cette situation dure depuis 4 ans. Je vous ai déjà interpellé sur l'ensemble des Facebook Live. Pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, des dates précises, des justifications précises? Merci, monsieur le maire. Alors, il n'y aura pas l'influence sur la taxe d'habitation. En plus, l'État engage une réforme de la taxe d'habitation, un allègement de la taxe d'habitation. Donc on ne peut pas faire de lien entre le stationnement et la taxe d'habitation. Pour le reste, donc je ne peux pas donner d'échéance. L'échéance, c'est le rythme avec lequel on arrivera à convaincre nos concitoyens que c'est la bonne solution. Si les élus voulaient un jour rendre automatiquement tous les cœurs de ville payants avec un tarif riverain, c'est le cas à Paris par exemple. Paris, le tarif riverain est appliqué partout. Bon, on le ferait, mais aujourd'hui, je crois que ce n'est pas complètement mûr, puisqu'il y a cette sorte de crainte à l'égard du stationnement payant, puisqu'il y a l'oubli que c'est la condition pour faire mon tarif riverain à 1 euro pour la journée entière, 6 jours sur 7, avec des abonnements. Vous imaginez l'intérêt que ça présente, qu'en plus on ne paye que quand on a une place. Bon. Mais ça ne serait pas convenable. Alors, nous avons une intervention de Guillaume Liberge. Il est indéniable qu'il y a eu un effort en matière de pistes et bandes cyclables depuis certains nouveaux aménagements, comme la ligne de tempo. Mais l'entretien de ces voies est plus que négligé. De plus, une campagne de sensibilisation pour les piétons, cyclistes et automobilistes sera un plus nécessaire pour le partage de la rue. Et oui, mais imaginez un instant que tout le monde respecte les règles de civilité. Moi, ce qui me frappe, les gens se civilisent. Bon, normalement, je sors mon chien, je ramasse l'ego, je crache pas, mais je respecte les stationnements. Tout ça a été... Qui va pouvoir faire respecter tout ça est une illusion. L'autre jour, c'est la faute du maire, c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'Europe, c'est jamais la faute des gens. Il va peut-être falloir qu'on ait un discours de responsabilité. Quand il y a une remarque qui est faite
à nos concitoyens. On va nous vraiment lancer une campagne de responsabilité de nos concitoyens. Arrêtons de toujours considérer que, parce qu'on ne va pas mettre un policier à côté de chaque concitoyen, de jour comme de nuit, ça n'a pas de sens. Si on n'obtient pas des progrès dans on peut mettre des cendriers par exemple, mais je me souviens quand j'ai inauguré les travaux de la rue des Minimes, il y avait un cendrier, il y avait un mégot devant moi, je dis ça commence bien. Bon, il n'était pas arrivé comme ça. Il y a vraiment, ce serait tellement facile que je sois propre, c'est tellement facile que les principes qu'on ferait si simplement nos concitoyens respectaient les règles élémentaires de la vie. Moi, je ne me décourage pas, parce que, pensez un instant, on peut sanctionner, on peut réprimer, on a fait des contraventions, mais ça ne peut pas suffire, ça ne remplacera jamais la responsabilité, le sens de la responsabilité. Il y a des endroits où c'est le cas, je ne me décourage pas, et nous lançons là une campagne sur la propreté. Bien. Alors, une question de Antoine Manigaud. Pourquoi le Mans croule sous l'immigration? Probablement s'écrouler. Là aussi, qu'on donne des chiffres. Je crois qu'il va falloir que quand quelqu'un affirme quelque chose, il donne des chiffres. Ah bon, moi, je n'ai pas vu un seul chiffre aujourd'hui expliquant qu'il y avait plus d'émigrés au Mans qu'à Nantes, ou à Tours, ou à Angers, ou à Paris. Personne n'a jamais prétendu ça. Que mes concitoyens, lorsqu'ils me posent une question, avant de la poser, ils essayent de voir quelles sont les statistiques qui existent, comparatives. Et là, ça me mettrait plus en difficulté en me disant, le maire, tel pourcentage d'émigrés au Mans, tel pourcentage d'émigrés à Nantes ou à Angers, comparaison. Bon, là, je serais amené, mais croule sous les immigrés. Moi, je vois, quand je traverse certains quartiers à Paris, quand je traverse certains quartiers à Nantes ou dans d'autres villes, je vois un nombre de personnes immigrées aussi importante. En plus, là, le Mans considère qu'il doit faire aussi preuve de solidarité sur les réfugiés. Moi, j'ai reçu avec l'évêque, il y a quelques mois, des réfugiés chrétiens syriens. On constate aussi que les émigrés, si on veut bien aller à l'hôpital, on verrait que beaucoup de médecins syro-libanais sont là, que nous n'avions pas des médecins syro-libanais, je ne sais pas comment certains soins pourraient être délivrés. Donc ça apporte aussi quelque chose. Et je rappelais tout à l'heure que dans les années 60, tout ce qui a été construit aujourd'hui a été construit beaucoup par des Algériens pour approvisionner les entreprises de construction. Donc évitons les formules du style crouler sous, comme on croule sous les charges, ou on croule sous les dettes, on croule sous les... Si un jour on me donne, si cet interlocuteur, la prochaine fois qu'on fait ces rencontres, me donne des chiffres, je fais, tiens, je lance ce petit défi, et des chiffres comparatifs, là, mais il faut vraiment aujourd'hui qu'on substitue à des formules un peu toutes faites, des chiffres, pour qu'on puisse conduire un débat qui soit un débat raisonné. Alors nous passons à une question de Ludovic Chable, c'est un petit peu long. Le dernier slogan, Le Mans, une marque, est à mon sens inapproprié. Une ville ne peut être considérée comme un produit de consommation. C'est péjoratif et cela colporte une image négative. L'histoire de ma ville mérite un slogan qui soit à la hauteur de son passé. Je voyage et je rencontre de nombreuses personnes en France et je parle avec amour de toutes les richesses de notre ville. Mes interlocuteurs sont toujours surpris et je provoque en eux toujours la curiosité en partant très souvent d'une simple phrase « Le Mans, ce n'est pas que les rillettes et les 24 heures, c'est avant tout une ville d'art et d'histoire ». Alors je vous en conjure, trouvez un autre slogan bien plus en rapport avec la ville, son histoire et son état d'esprit. Oui, je pense que c'est pas une observation qui était assez juste. Souvent, on disait qu'il faut savoir vendre sa ville. Marque, c'est une image de marque, c'était pas complètement sous réserve que l'on dise quel est le contenu de cette marque qui peut être justement art et histoire, nature, patrimoine. Bon. Quand on a Tagenay, on a insisté, et l'interlocuteur a raison, notre défi, c'est de montrer que notre ville, c'est autre chose qu'une course de
voitures et des rillettes, même si les rillettes sont un produit extrêmement synthétique. On a du travail à faire. L'idée, c'est effectivement de mettre en avant la réhistoire de la cité Plantagenet, le classement de la muraille à l'UNESCO. On a lancé des pistes et il faut qu'on ait également un rôle dans l'image de la ville, une ville nature, ça joue un... C'est ça, on a fait faire en faisant une marque, attends, la marque d'une ville nature, la marque d'une ville patrimoine. Et donc on a cette idée. Et peut-être aussi, on cherche comme ça quelques formules à répéter, une ville qui est facile à vivre. C'est quand même assez bon marché, quand on voit les villes autour qui sont très chères, mais on a encore à construire une formule, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut l'appuyer sur d'abord le patrimoine et la nature, sans oublier la voiture, mais que ça vienne vraiment en troisième partie. Donc le message est entendu. Donc une question de Gabriel Audin. Bonjour Monsieur le maire. Les festivités de Noël sont très réussies et on voit bien que c'est grâce aux grandes places dégagées que les animations comme le marché de Noël ou la grande roue peuvent s'installer. Les commerçants doivent être contents. Pouvez-nous quand même mettre plus de bacs à fleurs que des blocs en béton l'année prochaine? Merci d'abord. Merci. L'année dernière, il y a eu des critiques justifiées. J'avais écouté. J'avais dit, sur le marché de Noël, on va essayer de s'améliorer. On va professionnaliser. On l'a fait. Chacun apprécie. Deuxièmement, merci d'expliquer que seules les grandes places permettent d'accueillir des marchés de Noël. Et donc, la bonne solution, c'est bien celle qui est proposée. C'est de se dire, c'est plutôt en termes de bacs temporaires, de bacs à fleurs, bacs même avec des petits arbres, qu'on peut conjuguer le besoin d'avoir des espaces qu'on dégage. Et tout est compris dans la question. Et donc, c'est vrai que la voie, c'est de se dire, la seule manière de garder des espaces d'accueil, d'activité, et en introduisant un peu de végétalisation, c'est les pots, c'est les bacs, et on va poursuivre ce travail, y compris par rapport à des règles de sécurité, plutôt que d'avoir des blocs, même si on les a peints, ils sont plus jolis, rouges que blancs. C'est vrai que utiliser le bac à fleurs consistant comme élément de sécurité, on gagne sur le tableau, on embellit et on a quelque chose qui est sécurisé. Mais je trouve que la question, je suis très content, enfin, on constate qu'il faut arrêter d'opposer des espaces dégagés, et critiquer des espaces dégagés, parce qu'on en a besoin pour les animations qu'on accueille aussi bien sur la place de la République que sur les Jacobins. Donc alors, une question de Laurent Thomeret. Bonjour Monsieur le maire, je voulais savoir, allez-vous créer des emplois pour les personnes handicapées dans votre ville pour l'année 2018? Écoutez, on a une obligation de pourcentage d'emplois handicapés dans la ville. Je crois que c'est respecté. J'ai une obligation de garder des personnes handicapées. Donc, je crois que nous respectons cette... en même temps, annoncer qu'on va faire des emplois, soyons très prudents. On maintient le niveau des emplois, ce qui n'est pas rien. On respecte les règles de pourcentage d'emplois handicapés. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on a introduit dans la maison une personne handicapée, sa motivation compensait son handicap. J'ai plein d'exemples. Il y avait un tel degré de motivation de la personne qu'au bout du compte, il y avait un service qui était rendu. Dans quelles circonstances il travaille pour peu d'argent par mois? Merci d'avance, Monsieur le maire. Écoutez, je vous dis, est-ce que ce sont des agents affectés à la sécurité d'entrée et qui sont des écoles qui travaillent le matin, le midi et en fin d'après-midi? Sauf que ce service, il est fractionné. Il est indispensable. Il sera toujours fractionné. Et entre ces trois éléments, pas facile
d'articuler un travail. Donc, il y a des vacataires, il y aura toujours des vacataires pour assurer ce service. Simplement, ce qu'on essaie de faire, quand il y a des emplois permanents, c'est d'offrir aux vacataires la possibilité de se présenter pour ces emplois et, sans donner une priorité, de veiller à ce que les personnes qui sont vacataires, si on a une opportunité d'emploi, à ce moment-là, ils ne sont plus vacataires, ils ne sont plus à faire le service devant les écoles, on les embauche. Mais rendre les vacataires à temps plein, ce n'est pas possible. Par définition, ils ont un emploi du temps fractionné dans la journée en 3 temps. C'est pareil, les gens qui font les cantines le midi, les cantines c'est midi, c'est 2 heures, c'est pas toute la journée. Donc une ville rend des services dans des conditions temporaires qui impliquent d'avoir des vacataires. On a quand même inversement très grosse majorité de titulaires. J'ai plus de 4000 agents dans ma ville, j'ai 99% de titulaires. C'est pas rien, il faut peut-être qu'on rappelle, après tout, que dans le monde de l'entreprise, on nous montre des chiffres de gens, on a, en termes de pérennité, en termes de stabilité, des chiffres qui sont plutôt bons. Mais je conviens que les vacataires, parce que c'est un travail fragmenté dans le temps, on ne peut pas le changer. La seule chose qu'on peut faire, et j'entends le message, c'est offrir à ces vacataires, lorsqu'il y a une opportunité qui se présente, la possibilité d'une embauche. Alors donc, nous avons reçu beaucoup de questions. Nous avons une question de Nicolas Moreau. Quand pensez-vous augmenter le nombre de tournées, collecte des déchets recyclables, bacs verts? Une tournée sur 15 jours, c'est trop juste. Surtout que nous pouvons recycler de plus en plus et du coup réduire les collectes de déchets ménagers. 4 tournées pour 15 jours, c'est assez déséquilibré. Il faut qu'on regarde ça, parce que le chiffre de tous les 15 jours, honnêtement, je ne veux pas répondre de façon maladroite. La question des collectes, des rythmes et des cycles est posée. Allez, on va prendre un rendez-vous. Si cet auditeur veut bien me rappeler la prochaine fois, on regardera. Parce que je n'avais pas en tête tous les 15 jours. Il y a plutôt un cycle de 8 jours. Je ne veux pas répondre, qu'on adapte les cycles de collecte. Ça me paraît tout à fait essentiel. Et propose de faire une réponse qui ne soit pas inventée. Bien. Alors ensuite, une intervention de Christian Hélec. Oui, bonjour. Pas de questions, mais des félicitations et beaucoup de satisfaction pour le marché de Noël, place de la République et la roue au quinconce. Belle réussite et nouvel équilibre. Merci. Écoutez, bon, Christian Hélec, je le connais, donc je ne pas. Il ne m'avait pas prévenu qu'il dirait des choses positives, mais je voudrais faire une petite confidence. Que de temps en temps, c'est la deuxième fois ce soir, une personne que je ne connaissais pas, qui salue, bon, c'est un encouragement, pas que pour le maire, mais pour les équipes qui ont fait ça. Je peux vous dire qu'on peut protester, bien sûr, on peut critiquer, il faut le faire, mais de temps en temps, reconnaître un travail, c'est un peu dans une famille, pour encourager, on dit tu fais des progrès, ça va mieux, il y a les meilleures notes. Plutôt que de toujours bousculer, dans les familles, on pratique de temps en temps un éloge raisonné pour motiver. Je trouve que par 2 fois que des choses qui sont ressenties aient été dites est encourageant. Et moi, ce dont je me félicite, c'est qu'il y avait eu des critiques l'année dernière, que j'avais écouté les critiques, et on en a tenu compte. Et donc, s'il y a demain sur d'autres sujets des critiques avec des solutions proposées, on a une sorte de fierté à pouvoir tenir compte des propositions et quelques mois après, qu'on nous dit « Ah ben tiens, vous nous avez écoutés, ça va mieux ». Alors, donc une question de Patricia Marie Gaucher qui revient sur votre réponse concernant la délinquance. Pourquoi toutes les villes sont confrontées au problème de délinquance? Il semble que l'éducation et le type de population a changé, je pense. Je crois qu'en fait, on est confronté parce que c'est l'anonymat. Qu'est-ce qui fait la délinquance? C'est l'anonymat. Dans les villages, pourquoi il y en avait très peu dans le passé? Tout le monde connaissait tout le monde. Quand une bêtise était faite, l'identification, on en faisait une fois par an. En général, le jour de la fête du village, il y avait un peu de casse. Et c'était une fois par an, c'était plutôt un défoulement. À l'assemblée du village, bon,
C'était une fois. Parce que tout le monde connaissait tout le monde. Il faut rompre avec l'anonymat. Je pense que la police du quotidien qui est annoncée, c'est quand un policier donne le prénom de quelqu'un qui fait l'imbécile. Ça change tout. On n'imagine pas combien identifier, personnaliser. La gendarmerie, par exemple, en zone rurale, qui a un réseau de connaissances, moi j'ai vu sans faire le fait qu'ils connaissent des gens qui n'étaient pas des grands délinquants, mais qui faisaient des bêtises, jouer un rôle, parce que les gens étaient identifiés. Tout ce qui fera reculer l'anonymat, les choses pas bien, on les fait dans l'anonymat. Tout ce qui fera fera progresser, c'est bien pour ça qu'on a mis de la vidéosurveillance, qu'il y a également dans les trams, où il y a la télésurveillance, on a peu d'incidents. Ce qui choque plus les gens, c'est les gens qui ne payent pas en tram. Ça choque beaucoup. Mais en matière de tranquillité dans les trams, moi j'ai mes fiches, on a plutôt progressé parce qu'il y a la télésurveillance. Donc on a des outils, sans être identifié ou repéré, il faut repérer et identifier. Et c'est vrai que quand on connaît quelqu'un, même bon fait, il y a quelquefois les problèmes de sans domicile fixe, avec des chiens qui ne sont pas en laisse, qui picolent dans la rue. Quand on connaît leur nom et leur prénom, on dialogue différemment. Moi, j'en ai que je connais. Quand je commence à donner le prénom, il a dit tiens, je suis repéré, et j'arrive à faire passer des messages que je ne pourrais pas faire passer dans le cadre de l'anonymat. C'est vrai. Alors, une question. De nombreux jeunes déplorent le manque de dynamisme universitaire du Mans. Le Mans n'a que 10 000 étudiants, quand Angers autour en ont plus de 30 000. Les jeunes apportent de la vie dans une ville et font marcher le commerce. Quel dommage de laisser cette énergie migrer massivement vers les préfectures voisines. La redynamisation de la ville passe aussi par les jeunes. Je crois que c'est 11 000 des étudiants. On a la chance d'avoir des étudiants. S'il n'y en avait pas, cette ville n'était pas une ville universitaire. Ça a été créé il y a une cinquantaine d'années, mais modestement. Il y a une progression régulière du nombre d'étudiants. C'est assez logique qu'on en ait moins que des villes qui sont des villes étudiantes depuis fort longtemps. Je constate qu'il y a peut-être des bons résultats, que le cadre de vie à l'université est de qualité, que le coût du logement n'est pas élevé et que on va mettre l'accent sur ces éléments-là pour continuer à progresser les effectifs, mais en même temps, moi je préfère une offre universitaire où il y a adéquation entre les moyens et les effectifs que ce que j'entends sur la saturation dans d'autres universités, où il y a peut-être beaucoup de monde, puis où on me dit qu'il y a trop de monde. Donc, il faut quand même qu'on n'oublie pas que dans l'université parisienne, il y a peut-être du monde, mais les amphis sont pleins. Je crois qu'aujourd'hui, on a un taux d'encadrement, un taux de réussite aux examens à l'université du Mans, qui est réel, et une progression régulière, et une excellence dans certains secteurs de recherche qui est reconnue, dans de l'acoustique par exemple. Donc on accompagne, on investit, et on a la chance d'avoir une université que des villes n'ont pas. Hein, c'est pas voilà. Moi j'assume le fait que, étant parti plus tard, on a forcément un effectif qui est moins élevé, mais 11 000 étudiants, heureusement, c'est déjà pas mal. Alors, une question de Guillaume Grani. Bonsoir. Pouvez-vous nous donner des infos sur l'avancée des zones commerciales de Bénère et Family Village 2? Bon, le Bénère, il y a des contentieux, donc ça bouge pas. Ça bouge pas. Family Village 2, visiblement, ça a l'air de ne pas aller très vite. Voilà. Donc, il y a les contentieux, et donc tant qu'il y a les contentieux, je pense que du côté de Bénère, ça ne va pas bouger très vite. Alors, nous passons à la question de Tony d'Horizon. Pourquoi avoir supprimé le spectacle des étangs chauds du mois d'août qui existait depuis des dizaines d'années? Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on a mis l'accent sur les petits spectacles tout l'après-midi. Et les parents viennent. On a fait plusieurs lieux de spectacle pour que les enfants montrent ce qu'ils ont appris dans les centres de loisirs.
il y a un déjeuner. On a renouvelé la formule. Bon, je crois que ça plaît aussi aux familles. On a remis l'accent sur les enfants, sur ce qu'ils avaient appris dans les centres de vacances et sur les familles. Bon, on a plutôt une réussite et un succès. De temps en temps, il faut un petit peu changer. Ça fait partie des... Il faut tester. Bon, je crois que c'est plutôt... j'entends bien le discours. Peut-être qu'un jour, on aura une soirée à nouveau étant chaud, mais la formule de substitution avec le déjeuner et toute l'après-midi, les spectacles qui sont présentés, a plu, je crois, aussi aux familles. Alors, une avant-dernière question de Marie Morillon. Se promener en ville sereinement, est-ce encore possible, monsieur le maire? Le centre-ville est envahi de plus en plus par des SDF, en êtes-vous conscient? Aller à la visitation mettre un cierge est aussi compliqué et souvent fermé. La visitation. Oui, deux questions. Une première, oui, donc pour les SDF qui, je cite, envahissent la ville. Et ensuite, pour la visitation. C'est comme tout à l'heure, j'ai bien compris, la ville croule sous les immigrés, il y a beaucoup d'Africains et de SDF. Honnêtement, toutes les villes ont des SDF. On admet qu'il n'y a pas eu une progression de ces personnes. Certains, du reste, ont un domicile. Contrairement à ce qu'on pense, il y a une vie sociale dans la rue. Que je sache également, il y a des mancelles et des manceaux qui, dimanche soir, font des repas à Place des Condumènes pour les SDF. Donc il y a peut-être aussi un point de vue qui n'est pas totalement partagé. Ce que j'essaye de faire, c'est le respect d'un certain nombre de règles. Qu'ils tiennent leur chien en laisse, qu'on ne boit pas trop sur l'espace public, on évite l'ivresse, mais je ne vais pas arrêter. C'est une... Attendez, quel boire, on est dans un pays aussi de liberté. On n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un qui est dans la rue avec son chien ou qui fait la quête. On n'a pas le droit. Et heureusement, c'est des pays où on aurait le droit d'arrêter quelqu'un parce qu'il est mendiant. Simplement, je pense que tout le monde peut avoir un jour un très grave pépin dans sa vie. Ça me frappe, les gens qui posent des questions. Imaginez qu'un jour, parce qu'il y a eu un drame familial, il y a eu un chômage, il y a une perte de capacité. On bascule très vite dans la misère. Je crois qu'une société comme les nôtres doit aussi assumer la misère. Le regard qu'on porte. C'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup voir ça, mais notre société, elle a aussi ces dimensions. Bon, Place de la République, ils ont disparu. Ils étaient avant beaucoup là. On a enlevé certains bancs parce que c'était gênant. Ils sautent tôt. Ils sont effectivement à d'autres endroits. Mais je vous dis, quand il y a des repas le dimanche soir, on a beaucoup de gens qui viennent sur le cul, qui dialoguent et qui essayent à cette occasion de faire respecter quelques règles. Mais nous, vous savez, nous vivrons encore longtemps avec des personnes qui sont dans la rue, même si elles ont un logement, que la moitié d'entre elles ont un logement. Bon, voilà, c'est une réalité, et que je sache là aussi, trouvez-moi une ville sans SDF. Il faut faire là, on n'est pas isolé dans le reste de l'espace. Il faut qu'on arrête de faire porter une critique sur une ville. Alors, moi je connais mes collègues, je ne connais pas un collègue qui n'ait pas le même sujet. Donc c'est une réalité. Quand Coluche invente les bus, les restos du cœur, on est très étonnés. On se dit peut-être ça ne durera pas longtemps. 30 ans après, ça existe toujours. Qu'est-ce que c'est qu'une société riche qui n'est même pas capable de nourrir l'ensemble de ses concitoyens? C'est plutôt ça qui devrait être interpellé. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à la rue? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait éviter que les gens se retrouvent à la rue? Quelles sont les solidarités? Quelles sont les garanties? Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir cette approche plutôt que de dire quoi. Je vais enfermer les gens, je vais les arrêter, j'ai pas le droit. Faisons un peu attention. Et Place des Condumènes, moi, je veux dire, j'ai été un peu étonné quand j'ai vu des femmes et des hommes qui font un repas tous les soirs. Il y a aussi des manceaux et des manceaux qui ne partagent pas le sentiment de rejet ou la volonté de rejet qui est exprimée. Mais je continue, moi, quand je les rencontre, à leur dire soyez rassurants,
gardez vos chiens en laisse, l'espace public, et ne soyez pas agressifs. Et c'est surtout entre eux qu'il y a des agressions, plus encore qu'avec la population. Alors donc nous allons passer à la dernière intervention de Michael Huilly. Bonsoir Monsieur le maire. Au niveau de la voirie, est-il prévu une amélioration? Les routes sont abîmées et surtout l'avenue Pierre Piffaut. Et bonne fête de fin d'année. Ah oui, Pierre Piffaut, il n'y a pas Pierre Piffaut. On a Chanzy par exemple. Bon, il y a des plaques un peu partout. La réflexion des voiries, c'est clair. Je vous donne l'exemple de Chanzy. Bon, c'est vrai que ça se court un peu. Donc on a de la réflexion de voirie à faire, c'est vrai. On va le faire, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. En même temps, il faudra faire attention. Donc on a un vrai sujet. Oui, les gens roulent plus vite. Quand il y a des plaques, ça freine un peu. Et donc on voit aussi que quand on refait des voiries, c'est indispensable. On trouve des voies pour que les gens n'aillent pas trop vite sur ces voies. Mais il y a effectivement, il n'y a pas que Pierre Piffaut, il y a un certain nombre de voies qui méritent effectivement une réflexion. Il n'y a pas de doute. Bonne fête de fin d'année, aussi bonne fête de Noël, dans une ville. Moi, je vais vous dire, j'entends aussi plutôt heureux d'y vivre. J'entends aussi beaucoup de gens qui ont quitté Le Mans il y a 20 ans, qui sont revenus, qui disent que la ville a beaucoup changé. Et donc, c'est pas mal aussi, pour rendre attractif une ville, dire du bien de sa ville, ce n'est pas mal. On joue un rôle dans l'attractivité quand on passe des messages qui sont positifs sur ces villes. Bien. Alors toujours Michael Huilly qui vous demande, mercredi soir, il y a le dernier match de phase aller du Mans FC. Oui. Viendrez-vous au stade pour encourager votre équipe? Bon, j'y étais samedi dernier. Bon, allez, je le dis, j'essaie, s'il n'est pas trop froid. Mais honnêtement, je suis assez tenté, je suis content par contre. Pour qu'il est dur. Vous imaginez quand même, on est un peu plein. Le maire n'est pas sur la feuille de match, il n'y peut rien. On lui a mis bien sûr la responsabilité sur le dos. Je rêve que cette équipe qui aujourd'hui est bien dirigée, avec un très bon président, avec un bon entraîneur, arrive à monter en national. Cette année, imaginez, après monte en Ligue 2, j'aimerais, c'est vrai, avant la fin de mon mandat, que mon équipe retrouve le niveau professionnel. Je trouve que sur beaucoup de sujets, on a trouvé des solutions, on a bien avancé. On a eu un pépin qui n'a rien à voir avec ce que peut faire le maire, mais moi, je me souviens aussi d'une époque où tout le monde voulait une équipe professionnelle, tout le monde voulait un stade, tout le monde était là pour l'inauguration du stade. Certains oubliaient qu'ils avaient voté, qu'ils étaient là, mais vous avez raison, être nombreux mercredi pour encourager l'équipe, et je pense que je vais tout faire pour venir. Plus il y aura de monde mercredi soir, pardon, pour encourager cette équipe. Imaginez le bonheur qu'on aurait. On a 4 points d'avance sur l'équipe qui nous suit. On gagne, je dis on gagne. Tu vois, ils perdent, on gagne. On gagne, et le public, l'encouragement du public, mercredi, pas que du maire, peut aider notre équipe à gagner. Ce serait une belle préparation des fêtes de Noël. Je suis très sensible à cette question et bon, même s'il fait un peu froid, on va s'organiser pour être présent. Bon, on va terminer avec une conclusion de Charles André. Quoi que l'on en dise, Le Mans est une belle et agréable ville. Merci à tous les agents et élus pour votre gestion. Bon Noël et bonne fête et bon courage à vous. Merci. Merci parce que, vous voyez, il est quelle heure? Il est 19h30. En fait, le maire est encore dans son bureau. Et c'est tous les jours. Le maire, il part plutôt vers 20h. Il se fait remarquer, il se fait rappeler à l'ordre à la maison. Mais vous savez, un élu, pas que le maire, c'est quelqu'un qui finit tard, qui éteint les lumières, qui est sur le pont le samedi, qui est sur le pont le dimanche, qui est motivé par la possibilité d'améliorer les choses. Il sait bien que tout n'est pas parfait. Il faut qu'il écoute les critiques. C'est pour ça que moi, j'accepte ce dialogue. C'est quand une critique est un peu sommaire, que je demande des chiffres ou des corrections. Mais ce dialogue que j'ai, il me permet d'améliorer aussi notre action. Et je voudrais aussi, moi, saluer le travail que font mes services, le travail que font les élus
en responsabilité. Je trouve qu'ils ont un dévouement. On dit trop de mal quelquefois des élus. Moi, je vois des femmes et des hommes dévoués qui acceptent un rythme de vie qui n'a rien à voir, où les gens ils rentrent du bureau à 17h, 17h30, c'est fini. Un élu, à 17h30, le boulot la journée n'est pas terminée. Vous dites, ce dialogue est à 19h30, et je pense qu'après ce dialogue, j'ai encore un certain nombre de parapheurs à signer. Non, on me fait signe que non, qu'il faut que je rentre. Mais bon, merci en tout cas. Merci des critiques, merci des encouragements. Et j'ai trouvé que c'était bien, que cette sorte de bon dosage entre des encouragements pour motiver et des critiques utiles pour améliorer, ça légitime ce dialogue qu'on a instauré maintenant depuis un certain nombre de mois. Bien. Bonne fête, bien sûr, de Noël et de fin d'année. Voilà, merci Monsieur le maire pour ce dernier Facebook Live de l'année, et on se retrouve en début d'année donc pour un nouveau rendez-vous. Très bien. Bon, ça va.